Comment les institutions contribuent-elles à la croissance économique? Douglas North, prix Nobel d'économie en 1993, spécialiste des institutions, les définit. Ce sont les règles du jeu d'une société, ou plus formellement, les contraintes élaborées par l'homme pour façonner les interactions humaines. Ainsi, les hommes sont à la base de la construction d'institutions. Leur objectif est d'encadrer les comportements humains. Ce sont alors les incitations pour faciliter les interactions et transformer les comportements humains. Douglas North distingue deux types d'institutions. Les premières, ce sont les institutions formelles. Elles sont le produit intentionnel des individus. Les secondes, ce sont les institutions informelles. Elles sont le produit des coutumes et des croyances des individus. Les institutions vont favoriser l'apparition des innovations. On est alors dans la phase création, la destruction créatrice, de l'analyse de Schumpeter. Dans son analyse de la destruction créatrice, Schumpeter développe une première phase, c'est celle de la création. Des entreprises innovent, de nouveaux marchés sont créés, et donc de nouveaux emplois. Cependant, la régulation par le marché n'est pas suffisante pour assurer le niveau optimal d'innovation. La première raison, ce sont les règles qui caractérisent le marché de concurrence pure et parfaite. Elles sont insuffisantes pour inciter les agents à opérer de la R&D. En effet, le marché est myope à moyen et long terme. Et donc, le prix envoie certes un signal à court terme. Cependant, une innovation ne peut être souvent rentable qu'à long terme. Cela désincite alors les agents à innover. La deuxième raison qui fait que la régulation par le marché n'est pas suffisante pour assurer le niveau optimal d'innovation tient aux caractéristiques mêmes de la connaissance et des innovations. La connaissance génère des externalités positives. Cela veut donc dire que une connaissance permet de créer plus de connaissances. Dans ces conditions, le rendement social, c'est-à-dire les bénéfices pour la société, croissance et bien-être, est supérieur au rendement privé, c'est-à-dire le profit individuel de l'innovateur. Ainsi, les entreprises vont sous-investir en recherche. Se crée alors le dilemme de la connaissance. Comme la connaissance crée des externalités positives et que une connaissance permet de créer toujours plus de connaissances, la connaissance devrait avoir un prix nul, et donc le rendement privé de la connaissance devrait être nul. Dans ce cas, personne ne prend le risque d'innover, il n'y a donc plus production de connaissances. Les institutions vont alors un rôle à jouer pour concilier intérêt privé et intérêt social. Leur rôle peut être très différent. Les institutions peuvent d'abord inciter les innovateurs à prendre des risques. Et pour cela, des subventions pour financer la R&D sont possibles. Cela permet de réduire le coût de recherche et donc d'augmenter le rendement privé. L'augmentation du rendement social peut être obtenue grâce à la facilitation de la diffusion des connaissances. Il faut alors que les monopoles ne soient que temporaires. Plusieurs types d'institutions peuvent favoriser les innovations. En effet, pour innover, il faut une main-d'œuvre instruite, et donc il faut un développement du capital humain. Un système public scolaire primaire, secondaire et supérieur doit être créé. Il faut aussi que des entreprises innovantes apparaissent. Il faut donc des aides au financement, mais il faut aussi des brevets protégeant les innovations. Le brevet a donc un rôle essentiel. C'est un droit de propriété, et l'instauration des droits de propriété de manière générale vont permettre la croissance. En effet, pour que l'échange marchand ait lieu, il faut que l'individu ait la garantie que la propriété du bien acheté ne peut être contestée. Et donc, si les droits de propriété se développent, les échanges marchands vont être développés, ce qui va assurer la croissance. Le brevet est donc une forme particulière de droit de propriété. C'est le droit exclusif qui permet d'interdire à autrui d'importer, de produire, de commercialiser ou même d'utiliser des produits ou services incorporant une technique identique ou équivalente. Le brevet va permettre d'assurer une rémunération suffisante et garantie à l'innovateur puisqu'il sait que son innovation ne peut être copiée. Dans ces conditions, cela l'incite à opérer de la R&D et à réaliser des innovations. Cependant, il faut relativiser le rôle des brevets. En effet, le brevet est un monopole d'exploitation temporaire. Ainsi, l'innovation va peu circuler. Et donc, les connaissances vont peu se diffuser. Dans ces conditions, la connaissance perd son caractère cumulatif et la connaissance peut créer beaucoup moins de nouvelles connaissances.
Il y a donc un arbitrage entre deux objectifs contradictoires. Pour inciter à l'innovation, il faut un brevet restrictif. Pour diffuser l'innovation, le brevet doit être peu restrictif. Le système de brevet doit concilier ces deux impératifs. D'autres institutions peuvent limiter les effets négatifs des innovations. On est alors dans la phase destruction, de la destruction créatrice de l'analyse de Schumpeter. C'est la seconde phase. Certes, les entreprises innovent, mais elles vont détruire les anciennes activités et des anciens marchés vont disparaître. Il y a donc une augmentation du chômage et les compétences des individus deviennent inadaptées. Les institutions ont alors un rôle important à jouer. Il faut accompagner ceux qui perdent leur emploi, grâce à des aides sociales, mais aussi grâce à une formation qui leur permettra de retrouver un emploi. Ainsi, cela permet de faciliter l'acceptation du progrès technique par la population.